Bonjour à tous, merci de nous retrouver en direct sur Public Sénat. Une fois de plus, l'Europe est au cœur des débats cet après-midi avec cette séance de questions cribles thématiques consacrée au budget européen. C'est le ministre Thierry Repentin, ministre des Affaires européennes, qui est présent dans l'hémicycle pour répondre aux questions des sénateurs. Et elles sont nombreuses. Hier, à la Commission européenne a exigé de la France qu'elle tienne ses engagements en matière de réduction des déficits et qu'elle entame au plus tôt une réforme des retraites. Alors tout de suite, direction l'hémicycle pour suivre ces questions cribles. Bonne séance à tous. Expressément que le cadre financier pluriannuel est soumis à l'approbation du Parlement européen, statuant à la majorité des membres qui le composent. Le Parlement européen a donc pleinement son mot à dire. Cela m'a conduit à mettre ce sujet à l'ordre du jour d'une réunion conjointe des commissions des affaires européennes de l'Assemblée nationale et du Sénat avec les membres français du Parlement européen. Nos discussions ont fait ressortir un très large soutien, pour ne pas dire un soutien unanime, aux demandes du Parlement européen. Clause de flexibilité pour mieux mobiliser les crédits, clause de révision à mi-parcours pour réévaluer les besoins, négociations pour doter à l'avenir le budget européen d'authentiques ressources propres. Car tant que le budget européen sera financé pour l'essentiel par des prélèvements sur les budgets nationaux, nous aurons toujours les mêmes difficultés pour développer les politiques européennes. Je souhaiterais savoir, Monsieur le Ministre, quelle est la position du gouvernement vis-à-vis de ces demandes, comment vont se dérouler les discussions avec le Parlement européen et quelles sont les perspectives d'un accord. Je vous remercie. Merci. La réponse de Monsieur le ministre Thierry Repentin, ministre chargé des Affaires européennes. Monsieur le Président de la Commission des Affaires européennes, vous avez rappelé effectivement les conditions dans lesquelles le 8 février dernier a été négocié le cadre financier pluriannuel dans un contexte très difficile face à un certain nombre de gouvernements conservateurs qui ne souhaitaient pas que l'Europe soit dotée d'un vrai budget partant sur une base de débat à 820 milliards d'euros. Après conviction, nous avons pu nous donner des moyens pour un budget réorienté vers la croissance et la solidarité, puisque nous sommes arrivés à une somme de 960 milliards d'euros. C'est maintenant une phase de négociation qui s'ouvre avec le Parlement européen. Comme vous l'avez dit, nous voulons concrétiser des acquis de ce budget avec une augmentation des dépenses en faveur de la recherche et du développement, une augmentation vers les mécanismes d'interconnexion, comme vous l'avez dit, en Europe, ou encore la pérennisation du programme européen d'aide alimentaire aux démunis, mais aussi le travail de lutte contre le chômage des jeunes qui, pour nous, est une priorité. On souhaite donc créer les conditions, évidemment, d'un accord du Parlement vis-à-vis de cette proposition. Et nous abordons positivement ces échanges que nous avons avec cette institution pour vous indiquer que sur les conditions, en quelque sorte, posées par le Parlement européen, nous sommes favorables à une clause de révision générale qui pourrait être mise en œuvre à l'horizon de mi-2017, qui permettrait de parler à la fois à ce moment-là du volet dépenses et du volet recettes, les deux étant pour nous intimement liés. Le président de la République, par ailleurs, deuxièmement, a défendu au Conseil européen de février une clause de flexibilité maximale. C'est une demande du Parlement européen. Et troisièmement, nous soutenons pleinement la mise en place d'une feuille de route claire, précise, sur l'ensemble du système de financement de l'Union européenne, y compris les corrections, rabais et chèques. Et nous vous rejoignons en disant que nous souhaitons que le champ exploré s'étende à d'autres ressources que les seules TVA et taxes sur les transactions financières, que soit prévu un calendrier précis, une échéance au 1er janvier 2017, que le Conseil soit responsabilisé sur ces questions. Nous avons bon espoir que, sous la présidence irlandaise, nous puissions trouver, compte tenu des conditions des rapports de force politiques en Europe, le meilleur budget pour doter l'Union européenne d'un budget vers la croissance et vers l'emploi. Très bien, merci. Monsieur Soutour. Oui, Monsieur le Ministre, je le souhaite comme vous, sous la présidence irlandaise. Bon, c'est peut-être un peu optimiste, mais il faut y travailler puisque ça nous mène à un gros mois. Moi, je crois que ce qui est positif, c'est que pour la première fois, les parlements ont leur mot à dire, puisque le traité de Lisbonne instaure le fait que le Parlement européen doit donner son approbation. Ce n'est pas une codécision, c'est une approbation. Mais nous aussi, parlements nationaux, nous profitons, nous nous insérons dans cette faille et plutôt dans cette nouvelle procédure et nous disons notre mot comme nous le faisons aujourd'hui. Et je crois que c'est quelque chose de positif.
Moi, je voudrais insister sur un des points que vous avez développés, c'est les régions en transition. Il faut vraiment à tout prix que cela soit maintenu au niveau des crédits, puisque je crois que c'est 3 milliards d'euros, et amplifié, parce que nos régions françaises l'attendent, et comme vous l'avez indiqué, c'est 10 régions françaises qui n'étaient pas concernées pour la période 2007-2013 et qui pourront l'être pour la période 2014-2020. Je vous remercie et je vous souhaite bon courage, Monsieur le Ministre, dans votre action. Merci, Monsieur le Président Sutour. La parole est à présent à Monsieur Éric Bocquet pour le groupe communiste républicain et citoyen. Bien, merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Les chiffres publiés par Eurostat en fin de semaine dernière traduisent une dramatique augmentation du chômage des jeunes au sein de l'Union européenne. Près de 23% des Européens âgés de 15 à 24 ans sont aujourd'hui sans emploi. Dans près de 3/4 des régions d'Europe, le taux de chômage des jeunes représente au moins le double du taux de chômage total. Confrontés à la situation sociale explosive que représentent près de 6 millions de chômeurs de moins de 25 ans, l'Union européenne a jeté en février dernier les bases d'un dispositif destiné à lutter contre le chômage des jeunes. Dans son futur budget 2014-2020, elle prévoit ainsi une enveloppe de 6 milliards d'euros, dont 3 seraient issus du Fonds social européen. Ces sommes devraient permettre de financer une garantie pour la jeunesse, censée proposer à tous les jeunes de moins de 25 ans une offre de qualité portant sur un emploi, un complément de formation, un apprentissage ou bien un stage dans les 4 mois suivant leur sortie de l'enseignement ou la perte de leur emploi. Mais parallèlement à la mise en place de ce dispositif communautaire, je constate que plusieurs États membres passent des accords bilatéraux. C'est ainsi que l'Espagne et le Portugal se sont entendus ces dernières semaines avec l'Allemagne pour coopérer étroitement dans la lutte contre le chômage de leurs jeunes. Il y a 2 jours, nous avons à notre tour présenté une initiative du même type en commun avec nos voisins allemands. Au cours de la présentation de ce projet, Monsieur le Président de la République a insisté sur l'urgence à mobiliser très rapidement les fonds européens prévus. Monsieur le Ministre, je souhaiterais donc savoir quelle est l'originalité du dispositif que nous voulons mettre en place avec l'Allemagne, s'il a vocation à être étendu à l'ensemble de l'Europe et de quelle façon il s'articulera avec les décisions qui doivent être prises sur ce sujet lors du sommet européen des 27 et 28 juin prochains. Merci. Monsieur le Ministre, vous avez la parole. Monsieur le sénateur Bocquet, très clairement, la priorité pour l'emploi des jeunes est la priorité nationale et nous tentons de la faire prendre comme une priorité également à l'échelle de l'Europe sous la présidence, sous l'impulsion de notre président. Les ministres français et allemands, vous l'avez dit, ont pris une initiative effectivement cette semaine, Michel Sapin et son homologue Ursula von der Leyen, pour discuter de ce que la presse a indiqué être un New Deal franco-allemand de la lutte contre le chômage des jeunes. Ce plan pourrait s'articuler autour de 3 points, et je veux vous les indiquer très précisément. C'est d'ailleurs dans la ligne des propositions de la Commission qui ont été adoptées à l'occasion du paquet emploi des jeunes de décembre 2012. Il s'agit de la création d'une ligne de crédit spéciale pour stimuler la création d'emplois dans les petites entreprises que pourrait mettre en place la Banque européenne d'investissement, qui a été recapitalisée d'ailleurs de 10 milliards d'euros à la suite de l'adoption du pacte de croissance voulu par la France en juin 2012. C'est ensuite la création d'une Europe de l'alternance pour stimuler effectivement la mobilité des apprentis. Et pour cela, nous avons proposé d'élargir le dispositif Erasmus également aux jeunes apprentis qui ne peuvent y prétendre aujourd'hui. Pour cela, nous allons doter la ligne de 8 milliards à 12 milliards sur la période 2014-2020 et faciliter, troisièmement, la création d'entreprises par les jeunes, par un accès facilité au crédit et par des pépinières européennes en soutien à ces initiatives et à travers les réseaux Erasmus et EURES qui seront développés. Il s'agit, comme vous le voyez, d'outils mis en place au niveau européen qu'il nous faut pleinement mobiliser. Je souhaite aussi vous indiquer que nous souhaitons mobiliser le plus rapidement possible la ligne de 6 milliards d'euros qui a été proposée dans le cadre financier pluriannuel 2014-2020 et pour faire effet levier, les concentrer non pas sur un exercice de 7 ans, mais les mettre d'une façon restreinte sur 2014 et 2015 pour vraiment être aux côtés de la jeunesse aujourd'hui qui attend un emploi en Europe. C'est d'ailleurs, je pense, un des éléments
que le président de la République française parlera ce soir à l'issue de son entretien avec Mme Merkel. Merci, Monsieur Bocquet, si vous souhaitez réagir au propos du ministre. Bien, je vous remercie, Monsieur le ministre, de cette réponse détaillée. Cependant, je voudrais faire part d'un certain scepticisme face à cette multiplication d'initiatives nationales qui semble d'ailleurs irriter le commissaire européen, y compris à l'emploi, qui préférerait que soit déjà mise en œuvre la garantie jeunesse. J'ai tendance à penser qu'elle se prenne sous la houlette de nos partenaires allemands et qu'elle s'inspire trop facilement d'un modèle d'outre-Rhin, dont le faible taux de chômage des jeunes serait l'une des grandes réussites, grâce en particulier à l'efficacité que représenterait son système d'apprentissage. Différentes études, en Allemagne y compris, ont montré les limites de ce système, qui semble avoir pour grand avantage de rapporter aux employeurs plus qu'il ne leur coûte et surtout de permettre d'attirer des jeunes de pays européens en crise. Je vous remercie. Merci. La parole à André Gattolin pour le groupe écologiste. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Depuis 2008, le budget annuel de l'Union européenne et surtout les cadres financiers pluriannuels dont il découle relèvent du domaine de la codécision entre le Parlement européen et le Conseil. C'est une des grandes avancées du traité de Lisbonne. Le problème, c'est que nous nous retrouvons face à une anomalie démocratique. Les cadres financiers pluriannuels sont toujours déterminés pour une période de 7 ans, distincts des mandatures du Parlement qui sont élus pour 5 ans. Ainsi, le cadre financier pluriannuel dont les institutions européennes devraient accoucher dans les semaines qui viennent, avec les difficultés qu'on connaît, fixera un cap extrêmement contraignant à l'Assemblée européenne qui sera renouvelée, elle, en mai 2014. À cette aberration de nature politique se crève une aberration de nature économique. On peut en effet se demander s'il n'est pas absurde, vu l'évolution très rapide de nos sociétés et de nos économies, de prétendre à une planification à un horizon aussi lointain. Enfin, le second problème que je souhaite soulever est celui de la fongibilité qui semble s'être établie au sein du budget européen à l'intérieur de certains chapitres. Je pense notamment à la politique agricole commune, où on envisage une fongibilité entre la partie des subventions agricoles, qui elles sont récurrentes et tombent automatiquement chaque année, et la partie budgétaire consacrée au développement rural et au verdissement de la PAC. Il est évident que le second mettra beaucoup de temps à s'établir et qu'il y a de fortes chances, compte tenu du budget restreint qui est voté, que les subventions agricoles prennent le dessus et qu'on ne soit pas en mesure de financer les changements structurels que la politique agricole commune mériterait. Aussi, Monsieur le Ministre, ma question est double. Un, ne pensez-vous pas qu'il est temps de passer d'une logique de programme pluriannuel de 7 à 5 ans et qui serait élaboré pendant les 2 premières années d'une nouvelle mandature du Parlement européen? Deuxièmement, n'est-il pas urgent de se doter de garde-fous à l'intérieur des grands chapitres budgétaires de l'Union entre les dépenses récurrentes, prévisibles et constantes tout au long du programme et les politiques de transformation du modèle économique et social européen qui renvoient à une montée en charge plus progressive? Je vous remercie. Merci, Monsieur Thierry Repentin. Oui, Monsieur le sénateur, le président Sutour tout à l'heure a insisté sur le fait que le traité de Lisbonne donnait des pouvoirs plus marqués au Parlement européen. Nous nous en réjouissons, notamment pour l'approbation du cadre financier pluriannuel. Nous devons garantir, bien évidemment, la légitimité démocratique des grands choix budgétaires de l'Union. Et moi, je me réjouis que le traité de Lisbonne ait vraiment conforté la place, en quelque sorte institutionnelle, du Parlement européen. Nous devons néanmoins conjuguer ces garanties démocratiques avec la nécessité d'une programmation pluriannuelle de l'Union européenne dans la durée, pour savoir où nous allons sur les grandes actions de l'Union européenne. Et ce cadre financier, il fixe en effet de grandes orientations pour 7 ans, vous l'avez rappelé. Cette durée longue, c'est aussi la condition de la bonne prévisibilité des engagements et des investissements cohérents à moyen et à long terme. C'est un des facteurs qui explique le succès des grandes politiques européennes que sont la politique de cohésion, la PAC, vous l'avez cité, ou encore la politique de recherche. Le nouveau Parlement européen aura toutefois son mot à dire sur les orientations de la politique budgétaire de l'Union européenne, parce que d'une part, il y a une approbation chaque automne des budgets annuels qui se fait en codécision, et que par ailleurs, grâce à la clause de révision à mi-parcours de 2007 que la France accepte, le Parlement européen aura la possibilité, s'il le désire, en lien avec le Conseil et la Commission, de revoir le contenu. S'agissant de la possibilité de réaffecter aussi des sommes programmées dans une rubrique vers une autre, vous savez que cette possibilité, elle existe.
Elle est encadrée, elle est limitée par les plafonds du cadre financier. C'est un des principaux atouts de cette règle. Garantir un respect sur une période longue des grandes orientations politiques que fixe le cadre. Et ce n'est en rien contradictoire avec une bonne utilisation de l'argent disponible grâce à la flexibilité applicable aux marges sous plafond, entre années et entre rubriques, que la France accepte. Tous les pays ne l'acceptent pas aujourd'hui. Et en outre, la mise en œuvre de cette flexibilité, je le rappelle à toutes et à tous, dans le cadre du budget annuel, se fera avec l'accord du Parlement européen, qui sera codécideur. Très bien, merci. Monsieur Gattolin. Merci, Monsieur le Ministre, pour toutes ces précisions. Je me permets quand même d'insister. Je pense qu'il serait plus cohérent d'avoir une programmation à 5 ans et cohérente avec les mandats politiques. Tous les pays de l'Union européenne ont abandonné la planification il y a quelques années, même dans les années 80, précisément parce que c'était difficile de faire des plans quinquennals. Alors des plans septennaux sont particulièrement compliqués. Enfin, sur la question de la fongibilité, merci de votre vigilance. Je travaille actuellement sur un dossier qui est le programme de soutien à la surveillance de l'espace et je note que la Commission européenne suggère de retirer déjà 45 millions d'euros au programme Galileo, qui est un programme pourtant éminemment stratégique, pour essayer de financer toute cette politique de soutien à la surveillance de l'espace. Donc je me dis, les risques et les volontés de la Commission de jouer la fongibilité, souvent à l'encontre de la volonté des États et des politiques, est quand même inquiétante et il faut être très vigilant. Je vous remercie. Merci. La parole à présent, Monsieur le Président Jacques Mézard. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Il y a effectivement deux manières d'aborder l'accord auquel est parvenu le Conseil européen de février 2013 sur le cadre financier pluriannuel de l'Union européenne pour 2014-2020. La première, c'est de se réjouir du succès puisqu'après le premier échec de novembre, les 27 sont parvenus enfin à s'entendre. Mais on peut aussi considérer qu'il n'y a aucune raison de s'en réjouir puisque cet accord prévoit pour la première fois dans l'histoire de l'Union européenne un budget en baisse, et ce qui est très loin d'être à la hauteur des enjeux. Nous qui sommes très favorables à la construction européenne, si nous sommes conscients des difficultés que traversent actuellement nombre d'États membres dans un contexte de crise exceptionnelle, nous sommes convaincus que c'est avec un budget européen ambitieux et non au rabais que nous pourrons sortir de cette crise. Les députés européens, d'ailleurs, toutes tendances confondues, ont fait part de leur mécontentement en menaçant de ne pas adopter le budget. Ils demandent le déblocage de plus de 11 milliards d'euros dès cette année pour faire face aux impayés de 2012, qui menacent notamment les crédits dédiés aux jeunes. Peut-être l'Europe est-elle victime de l'austérité qu'elle a elle-même imposée depuis plusieurs années. Mais si la Commission est prête à sortir de cette logique, avec des délais supplémentaires pour les États, il n'en reste pas moins que les rabais et les autres calculs égoïstes nuiront à long terme à l'ensemble des États européens. Nous voulons, nous, qu'il soit donné une véritable impulsion à l'Europe, comme a commencé à le faire d'ailleurs le président de la République, avec le retour de la croissance et de l'emploi, qui nécessite un budget européen conséquent. Alors, Monsieur le Ministre, quel progrès pouvons-nous espérer sur cette question des ressources propres? Comment permettre à ce nouveau cadre financier de réorienter la politique européenne en faveur de la croissance? Et comment, dans le même temps, œuvrer à l'émergence d'un gouvernement économique européen, comme le souhaite désormais la France? Merci, Monsieur le Ministre. Monsieur le Président Mézard, je connais à la fois l'engagement de votre groupe sur les questions européenne et votre attention comme élu local à la bonne consommation des fonds européens. Si je vous dis cela, c'est que souvent, dans ces dossiers un peu complexes, le diable est dans le détail, mais il y a aussi quelquefois des solutions que l'on ne perçoit pas systématiquement si on ne fait pas effectivement une analyse très précise. Moi, je vais vous dire que le mécanisme tel qu'il a été adopté du cadre financier pluriannuel garantira que nous serons en dépenses engagées sur la période 2014-2020 50 milliards de dépenses supplémentaires par rapport à la période 2007-2013. Nous avons en effet mis des cliquets de consommation qui fassent que nos pays aient plus d'argent à engager sur un certain nombre de lignes budgétaires. Lesquelles? Celles qui seront les plus en croissance, c'est-à-dire
les lignes consacrées à la croissance, à l'emploi, dites rubrique 1A. Je vous invite de le regarder. C'est la recherche et l'innovation, plus 40% d'augmentation. C'est soutenir le développement des infrastructures, plus 140% d'augmentation par rapport à la période 2007-2013. C'est tout ce qui concerne les infrastructures de transport, de développement de l'énergie, des télécoms. Je sais que pour les territoires de France et d'ailleurs, c'est une question importante. C'est aussi l'augmentation du programme Erasmus pour tous. On passera de 8 à 12 milliards au bénéfice de la jeunesse de l'Union européenne. Alors, évidemment, tout cela pose la question de savoir si notre Europe se dotera un jour d'une ressource propre, au-delà de l'affectation de la TVA et d'une partie, je l'espère, des ressources de la TTF. Eh bien, c'est une proposition que porte la France. Elle est aujourd'hui isolée, moins qu'elle ne l'était il y a un an. Et peut-être verrons-nous dans les jours prochains, peut-être dans les heures prochaines, certains chefs d'État ou de gouvernement rejoindre l'ambition de la France que l'Union européenne se dote d'un budget assis sur des ressources propres. C'est le vœu que je forme devant vous. Et c'est peut-être aussi en ayant quelques informations qui me laissent à penser qu'il faut être optimiste. Merci, Monsieur le Président Mézard, pour la réplique. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, merci de vos propos et merci de l'annonce que vous venez de nous faire en confirmant très clairement à la fois la volonté de la France d'aller vers les ressources propres et du fait que nous commencerions à être écoutés parce que c'est un changement fondamental, indispensable pour l'avenir de l'Europe. Merci aussi d'avoir rappelé l'intérêt que notre groupe portait à l'Europe et le fait aussi qu'élus locaux, nous avions un intérêt tout particulier à suivre le développement des crédits européens, ce qui d'ailleurs justifie notre attachement au cumul des mandats, entre autres. Mais au-delà de... C'est bien amené, merci. Et surtout, merci de nous avoir dit que les dépenses engagées, et je sais que vous y serez particulièrement attentifs, seront supérieures à ce qu'elles avaient été dans la dernière période depuis 2007, parce que c'est ça qui est important, c'est que nous puissions, et en particulier sur la recherche, l'innovation et les infrastructures, aller plus loin, parce que c'est cela qui montrera à nos concitoyens que l'Europe a un réel avantage et qu'il est indispensable de toujours mieux la construire. Très bien. La parole est à présent à Monsieur Jean Bizet pour le groupe UMP. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, aujourd'hui, à l'initiative du Parlement européen, qui remplit là pleinement le rôle qui lui est dévolu par les traités, une vraie négociation est engagée entre le Parlement européen et le Conseil sur le budget 2013 et le cadre financier pluriannuel 2014-2020. Comme toute négociation, elle est longue et difficile, mais pour la première fois, le budget européen ne se décide pas à huis clos. C'est un bon point pour la démocratie, c'est un bon point pour la crédibilité des institutions européennes. Et à ce titre, nous tenons à saluer les positions équilibrées et courageuses des eurodéputés, en particulier celui du parti majoritaire, le Parti populaire européen, vous le devinez, sous l'autorité de son président Joseph Daul. D'abord, nous souhaiterions, Monsieur le Ministre, connaître votre calendrier optimal dans la négociation. Visez-vous un accord sur le cadre financier pluriannuel avant l'été, comme semble souhaiter la présidence irlandaise? Les conséquences de la négociation du budget européen sur la réforme de la PAC seront importantes, notamment en termes de calendrier. Comment les anticipez-vous? La nouvelle PAC entrera-t-elle en vigueur, là aussi, en 2014? Pourrait-il y avoir un accord politique sur la réforme de la PAC avant le vote définitif du cadre financier pluriannuel? Par ailleurs, le gouvernement français a déclaré que l'essentiel de la PAC était préservé. Or, ce n'est pas tout à fait vrai, puisque l'agriculture dans son ensemble perd 52 milliards. C'est quand même pas rien. Et pour la France elle-même, la baisse est de 10%. Et les pertes du premier pilier ne sont pas compensées au niveau où vous l'aviez laissé entendre, ou plus exactement le président de la République lui-même et le ministre de l'Agriculture, qui ont été assez affirmatifs sur le sujet. La contrepartie n'est pas de 1 milliard par an, mais de 1 milliard sur 7 ans. Dans ces conditions, comment comptez-vous préserver notre politique d'installation des jeunes? Comment allez-vous soutenir le verdissement, auquel nous sommes tous favorables, mais qui nécessite un accompagnement des producteurs?
Les financements disponibles pour la gestion des crises seront-ils suffisants? Les agriculteurs français, Monsieur le ministre, ont besoin de savoir les orientations d'un échéancier et d'un budget clair. Je vous remercie de votre réponse. Merci, Monsieur le ministre. Vous avez la parole. En 2 minutes, à la fois vous parlez de négociation du budget pluriannuel et de la PAC va être difficile. Donc je vais aller droit à l'essentiel. La position de la France sur les demandes exprimées par le Parlement européen pour trouver un accord fait que nous avons bon espoir. D'autant plus que la France a accepté, il y a quelques jours, l'adoption du budget rectificatif demandé par le Parlement qui souhaitait en quelque sorte que nous soldions les dépenses du passé, dépenses estimées à 11 milliards 200 millions d'euros. Après vérification des comptes, on est tombé d'accord sur 7 milliards 300 millions d'euros dès cette année, ce qui veut dire d'ailleurs que la France va apporter un chèque de 960 millions à l'Union européenne, c'est sa quote-part en quelque sorte par rapport aux dépenses du passé, et qu'aujourd'hui les discussions avec le Parlement nous permettent d'être optimistes sur une adoption du budget de l'Union européenne, sans doute à la session de ce mois de juillet. C'est une conviction, évidemment, personne aujourd'hui ne peut dire avec certitude que les choses se passeront ainsi. Mais il y a une grande ouverture, notamment de la France, pour trouver un accord. Car dans le CFP, il y a des avancées qui, pour nous, sont essentielles, notamment la politique liée à l'emploi des jeunes, à la lutte contre le chômage. Et s'il n'y a pas d'accord, il n'y a pas ces nouveautés, et il n'y aura pas non plus de plan d'aide alimentaire aux plus démunis si nous ne votons pas le budget. Par ailleurs, en ce qui concerne la PAC, je veux vous dire, Monsieur Bizet, je vous garantis que pour la France, le retour attendu de la PAC pour les agriculteurs français sera garanti au niveau qu'il a été obtenu sur la période 2007-2013. Simplement, il y a une réaffectation entre le premier et le deuxième pilier. Vous connaissez excellemment ces choses, puisque le second pilier sera renforcé par rapport à ce que nous obtenions par le passé. Et le verdissement, c'est quoi? C'est toutes les adaptations de la politique agricole qui sont permises par le second pilier. Ça veut dire quoi? La rotation des cultures, les prairies permanentes, les surfaces d'intérêt écologique, comme les haies, ce sont des indications qui sont aujourd'hui dans le règlement que nous sommes en train de négocier en trilogue. Et Stéphane Le Foll, qui négociait encore en début de semaine à Dublin dans une réunion informelle, m'a dit que nous étions prêts sur un accord sur la partie agricole dès cette année pour une application au 1er janvier 2015. L'année 2014 étant une année de transition. Merci. Mon cher collègue Jean Bizet. Monsieur le ministre, je vous remercie de vos réponses. Je me permettrai malgré tout, sans malice de ma part, considérer que mes questions étaient claires, vos réponses l'étaient un petit peu moins. Tout simplement parce que sur la partie budgétaire, vous avez parlé effectivement de l'impasse de l'année précédente ou de la période précédente de 11,2 milliards d'euros et il n'y en a pour le moment que 7,1 ou 2 qui ont été entre guillemets sécurisés. Donc il en manque encore quelques-uns. Deuxièmement, en ce qui concerne la politique agricole commune, je suis désolé, le compte n'y est pas. Si sur le deuxième pilier, il y a eu un rattrapage à hauteur d'1 milliard, c'est 1 milliard, comme je l'ai précisé, sur 7 ans et non 1 milliard sur je dirais, chaque année. Donc, moi, je considère, si vous voulez, que les agriculteurs français ont tout lieu d'être inquiets parce que sur la période 2014-2020, eh bien, l'agriculture française ne sera pas aussi bien accompagnée par les fonds européens que sur la période précédente. Et si je dis cela, c'est tout simplement parce que l'agriculture française se trouve confrontée à une concurrence tant en intra-européen par une augmentation de plus en plus importante à la fois des charges et des normes, notamment des normes environnementales. Je ne dis pas que ça ne date que du début 2012, mais c'est une accumulation qui commence à devenir préoccupante et ensuite une concurrence, je dirais, avec les pays tiers, parce que ceci correspond aussi à un manque de compétitivité par le surcroît des charges au niveau des professions agricoles. Très bien, merci. La parole est à Monsieur le Président Jean Arthuis pour le groupe UDI-UC. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, le Conseil des chefs d'État et de gouvernement qui s'est tenu les 7 et 8 février est parvenu à un accord sur le cadre budgétaire pluriannuel 2014-2020. Âpre discussion pour contenir l'évolution
des crédits et notamment des dépenses administratives. La Commission a dû accepter de passer sa proposition qui était d'un peu plus de 63 milliards à 61 milliards 600 millions. Et les chefs d'État et de gouvernement ont exercé une pression forte sur la Commission pour qu'elle réduise ses dépenses administratives, et notamment les frais de personnel qui représentent 75% de ses dépenses administratives. Pour mener à bien cette mission délicate, la Commission propose de passer la durée du temps de travail hebdomadaire de 37h30 à 40 heures sans compensation salariale et d'élever l'âge de départ à la retraite de 63 à 65 ans. Ces mesures doivent s'engager dans les plus brefs délais et obtenir un résultat de réduction de 5% des frais de personnel d'ici 2018. Eh bien, Monsieur le Ministre, je souhaite connaître la position du gouvernement français. Je souhaite que vous nous confirmiez que le gouvernement français soutient le passage de 37h30 à 40 heures hebdomadaires pour l'ensemble des 50 000 fonctionnaires européens et l'élévation de l'âge de départ à la retraite de 63 à 65 ans. Je vous remercie. Merci. Monsieur Thierry Repentin. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre Arthuis, pardon, vous avez effectivement raison de dire que nous avons négocié le CFP dans un cadre très difficile, puisque nous sommes partis sur une base où plusieurs pays proposaient que nous discutions sur un budget à 820 milliards d'euros. Après discussion, nous sommes arrivés à 960 milliards d'euros, car nous considérons que l'Europe doit effectivement se doter d'un budget qui lui permette d'avoir une existence en termes de relance de l'économie concrète à l'égard des pays qui plaident aujourd'hui une relance par l'économie. Ça veut dire aussi que nous devons négocier, en quelque sorte, des efforts pour tout le monde. S'agissant de la fonction publique européenne dont vous parlez, nous voulons, je le dis, qu'elle soit aussi forte et de qualité, parce que ça passera aussi par cela, la mise en place de politiques structurelles qui soient cohérentes. Nous nous attachons donc, dans le cadre des négociations en cours, sur le statut, effectivement, de la fonction publique européenne. C'est ce que nous avons plaidé lors de la négociation du cadre financier pluriannuel, c'est qu'il était indispensable que la Commission elle-même, qui avait proposé une hausse de plus de 10% de la rubrique des dépenses administratives, ne s'exonère pas des efforts demandés aux fonctions publiques nationales et que la France remplit, je crois, parfaitement par rapport à ses propres responsabilités. C'est dans ce cadre que, depuis quelques semaines, s'est engagée une réforme de la fonction publique européenne et un accord devra aboutir, en quelque sorte, y compris d'ici le vote du budget au mois de juillet prochain. Nous l'espérons en tout cas. Merci. Monsieur le Président Arthuis. Je voudrais rendre hommage au gouvernement pour le courage qu'il manifeste en proposant de porter l'âge de départ à la retraite de 63 à 65 ans et de porter la durée du temps de travail hebdomadaire de 37h30 à 40 heures. Monsieur le ministre, je vous assure de notre soutien, nous, à l'UDI. Ayant dit cela, je me suis étonné des commentaires du président de la République hier, lorsque la Commission a fait connaître ses recommandations pour permettre à la France de respecter la trajectoire et de permettre au déficit de refluer en deçà de 3% du PIB. Eh bien, Monsieur le ministre, je pense que par souci de cohérence, car c'est aussi une des vertus du gouvernement, il serait peut-être bon d'ouvrir des négociations pour revoir la durée du temps de travail hebdomadaire dans les 3 fonctions publiques et peut-être d'être audacieux s'agissant de la réforme des retraites et de l'âge de départ en retraite. Merci. La parole est à présent Madame Bernadette Bourzet pour le groupe socialiste. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Ma question, Monsieur le Ministre, portera sur le budget de la future politique agricole commune dans le cadre du cadre financier pluriannuel. Et je dirais également un mot sur la politique de cohésion. Ces 2 politiques étant les plus visibles de l'Union européenne, elles sont naturellement au cœur de nos préoccupations sur nos territoires. Alors, vous êtes entré
Le gouvernement français, comme les 27 gouvernements, est entré depuis le 13 mai dernier dans un trilogue entre Commission, Conseil et Parlement. Et parallèlement, le trilogue se mène également dans le cadre de la politique agricole commune. Monsieur Bizet, de façon inlassable d'ailleurs, depuis plusieurs questions cribles, pose la question du montant du budget de la PAC. Je voudrais lui rappeler que, ayant été députée européenne et membre de la commission agricole, tout le monde savait à Bruxelles que le montant de la PAC de la période 2007-2013 allait décroissant, et je vous fais observer, comme M. Cazenave l'avait fait à de nombreuses reprises, que le montant actuel qui est dévolu à la PAC correspond exactement au montant du budget agricole de la dernière année, c'est-à-dire celle de 2013, multiplié par 7. Donc, il fallait se préparer à cette évolution et je pense que la France a particulièrement bien tiré son épingle du jeu, y compris en obtenant 1 milliard de plus pour le développement rural. Et ma question précisément portera sur la deuxième partie, c'est-à-dire quid du développement rural dans le cadre stratégique plurifonds qui sera le nôtre désormais, et comment peut-on s'assurer que les zones rurales pourront accéder dans de bonnes conditions au fonds FEDER, au fonds FSE. Et je voudrais en concluant vous demander, Monsieur le Ministre, de bien vouloir appuyer le Fonds européen d'aide aux plus démunis, à qui il manque manifestement 1 milliard d'euros. Merci, Monsieur le Ministre. Oui, Madame la sénatrice, votre question me permettra de réaffirmer devant vous, y compris devant d'autres parlementaires qui m'ont interrogé sur les questions agricoles, de réaffirmer que les retours espérés pour la France au titre de la politique agricole commune sur la période 2014-2020 seront à la même hauteur de ce qui a été acté sur la période 2007-2013, plus précisément 47,6 milliards d'euros sur la période au titre du premier pilier et 8 milliards 800 millions d'euros au titre du second pilier, qui est donc ce second pilier renforcé dans la future programmation. Et vous, sachant défendeur inlassable de la montagne, je pense que vous y serez sensible, car c'est des massifs aussi qui vont être plus aidés qu'ils ne l'étaient par le passé. Une bonne enveloppe pour la PAC était à nos yeux la condition de pouvoir moderniser et réformer cette politique, de la rendre plus juste, notamment au profit des jeunes agriculteurs, des petites exploitations, de l'élevage, et aussi plus verte. Et on répondra à une demande, y compris de la société. S'agissant du développement rural, il s'agit effectivement aussi d'une préoccupation à la fois pour la PAC et pour la politique de cohésion. Le renforcement donc du second pilier de la PAC avec le FEADER va y contribuer directement. Et pour la cohésion, nous sommes attachés à ce que la prochaine programmation permette l'action conjointe de tous les fonds structurels, c'est-à-dire le FEDER, le FSE, le fonds agricole, le FEADER, dont je viens de vous parler. Vous m'interrogez également sur la question des régions en transition. C'est une nouveauté, les régions en transition, que le gouvernement précédent n'avait pas souhaité défendre. Eh bien, pour ces régions en transition, c'est une intensité d'aide supérieure garantie à ce qu'elles auraient touché si nous n'avions pas créé les régions en transition. Et dernier point important, le fonds d'aide alimentaire aux plus démunis. Vous souhaitez qu'il soit réévalué d'1 milliard. Vous auriez pu dire aussi qu'il a été supprimé. La décision avait été prise en Conseil européen. Il y a une décision noir sur blanc au 31 décembre 2013. En février, le président de la République française a demandé à ce que les associations caritatives qui œuvrent à nos côtés sur les territoires puissent bénéficier de ce fonds. Il sera pérennisé, aujourd'hui à hauteur de 2,5 milliards, et nous sommes ouverts à la demande du Parlement de le porter à 3,5 milliards d'euros. Merci, Madame Bourzet. Rapidement, s'il vous plaît. Merci, Monsieur le Ministre. Je salue la détermination du Président de la République et du gouvernement. La vôtre et celle de Stéphane Le Foll, qui, me semble-t-il, mène des négociations dans le trilogue agricole de façon tout à fait magistrale, dans l'intérêt de l'agriculture française et de l'agriculture qui en a le plus besoin. Et je souligne en particulier que la répartition des aides, de mon point de vue, doit être plus juste à l'égard des populations qui sont dans les zones défavorisées et à l'égard de l'élevage. Merci pour le plan d'aide aux plus démunis.
Et je vous indique que ce matin, la Commission Affaires européennes a adopté une résolution pour faire de l'année 2014 l'année de lutte contre le gaspillage alimentaire. Je crois qu'il s'agit en effet de produire, mais de produire pour que soit respectée la production agricole et qu'elle soit convenablement consommée. Très bien, merci. La parole à présent à Monsieur Philippe Dallier. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, mes chers collègues, comme l'a dit mon collègue Jean Bizet, nous nous réjouissons de l'engagement réaliste et responsable du Parlement européen, et en particulier de nos collègues du PPE, dans une négociation budgétaire qui a été difficile, qui peut paraître complexe, mais qui conforte la démocratie européenne dans l'esprit du traité de Lisbonne. Je ne reviendrai pas sur le niveau du budget en baisse, alors certes, moins que cela avait été craint, mais c'est bien le résultat de la crise économique que traversent la plupart des pays, il faut bien l'accepter. Mais cela ne doit pas nous faire douter de l'avenir et plus que jamais, nous devons afficher nos convictions européennes, notre ambition politique pour l'Europe et maintenir l'objectif d'un budget plus élevé à terme, lorsque cela sera possible, mais peut-être et surtout d'un budget plus efficace. Cependant, je m'interroge quand le gouvernement évoque de manière assez incantatoire le retour à la croissance, car je ne comprends pas bien quelles en sont les conséquences en matière budgétaire, et pour cause. Le gouvernement est-il l'avocat d'une politique de stimulation de la dépense au niveau européen? Défend-il des programmes qui conforteraient la croissance potentielle? Soutient-il des projets transfrontaliers à forte plus-value? Il me semble qu'il serait nécessaire de s'entendre avec nos partenaires européens sur ces questions, préalables à toute utilisation des financements européens. Par ailleurs, dans la négociation en cours sur le budget, le Parlement européen a mis sur la table des propositions concrètes et courageuses. Je souhaiterais connaître la position du gouvernement au regard de ces propositions. Êtes-vous prêt, Monsieur le Ministre, à accepter une clause de revoyure qui est une manière d'adapter le budget européen à l'évolution de la situation économique? Êtes-vous prêt à accepter plus de flexibilité ou de fongibilité, on en a parlé, dans la gestion des crédits? Enfin, êtes-vous prêt à garantir une gestion rigoureuse grâce, par exemple, à une révision générale des politiques publiques adaptées au niveau européen? Très bien, Monsieur le Ministre. Monsieur le sénateur, moi aussi je me réjouis que nous ayons adopté un budget à 960 milliards d'euros sur la période 2014-2020, bien plus élevé, même si vous estimez que c'est insuffisant, à l'accord qui avait été passé par le président de la République, Nicolas Sarkozy, qui était d'accord pour un budget à 860 milliards. Nous avons adopté un budget de 960 milliards, c'est-à-dire 100 milliards de plus de ce qui était prévu par la majorité précédente. Il me semble que c'est une précision que je devais vous dire. Vous dites ensuite, est-ce qu'il y a des incantations, en quelque sorte, sur une politique de relance de dépenses? Très précisément, je vais vous dire, ça se traduit comment? Par le fait que nous avons, en juin 2012, à l'occasion du premier sommet européen avec le président de la République François Hollande, acté un pacte de relance qui va se traduire par le fait que la Banque européenne d'investissement a été recapitalisée de 10 milliards d'euros. Avec ces 10 milliards d'euros de recapitalisation, la Banque européenne d'investissement va pouvoir prêter aux différents États 60 milliards de prêts sur 2013, 2014, 2015. La part de la France sur ces 60 milliards, c'est 21 milliards. Je vous le dis aussi, élu de la République, pour tous les projets d'accompagnement sur vos territoires. 7 milliards cette année, 7 milliards l'an prochain, 7 milliards l'année d'après, pour les collectivités locales. Et nous avons demandé à la BEI qu'elle prête aussi aux petites et moyennes entreprises qui ne trouvent plus les fonds disponibles dans les banques classiques. C'est aussi la création d'une ligne de 6 milliards d'euros au bénéfice de l'accompagnement des politiques à destination de la jeunesse. J'ai déjà répondu sur cette question tout à l'heure et que nous allons essayer de concentrer sur l'année 2014 et l'année 2015. Quant aux grands travaux d'interconnexion, ils vont bénéficier d'une augmentation budgétaire de 140% après un arbitrage qui a entraîné tout le monde. Et ces grands travaux, c'est quoi? C'est par exemple le canal Seine-Nord, c'est par exemple la grande liaison ferroviaire entre la France et l'Italie, parce que derrière ces grands travaux, il y a de l'emploi non délocalisable dont nous avons besoin pour créer des emplois pour l'économie française et pour une relance à l'échelle de l'Europe. Merci, Monsieur Dallier, pour une réaction rapide. Je vais faire court, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, les élections européennes approchent l'an prochain et je crois ici que sur tous les bancs, nous sommes inquiets du résultat qui pourrait sortir des urnes, et pas seulement en France, dans tous les pays européens. On le voit bien, le sentiment anti-européen progresse, et de manière très inquiétante. Je pense qu'il faut que nous nous interrogions sur le pourquoi de cette affaire.
Je pense qu'il faut que nous fassions preuve de pédagogie et de responsabilité. De pédagogie pour que nos compatriotes comprennent mieux ce à quoi sert l'Europe, qu'ils comprennent effectivement qu'elle les a beaucoup protégés dans la crise de 2008-2009, comprendre aussi ce que vous faites du budget, ce que nous faisons du budget européen. Il faut aussi que l'administration de Bruxelles, comme l'a rappelé Jean Arthuis, accepte de faire des économies parce que vous avez lu la presse. Il y a beaucoup de commentaires très négatifs et beaucoup de nos concitoyens, effectivement, trouvent qu'il doit être fait des efforts également à ce niveau-là. Mes chers collègues, c'est ce que je souhaite pour que le sentiment européen puisse continuer à progresser de nouveau. Merci. Dernière question, Monsieur Richard Yung pour le groupe socialiste. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre et mes chers collègues. Ma question au gouvernement portera sur le financement de la garantie pour la jeunesse. C'est une politique qui vise à aider les États membres à proposer aux jeunes Européens un emploi, une formation, un contrat d'apprentissage, un stage dans les 4 mois qui suivent leur sortie de l'enseignement ou la perte de l'emploi. Je pense que nous tous considérons que c'est une initiative non seulement bienvenue, mais fondamentale. Vous le savez, ça a été dit par M. Bocquet, nous avons presque 25% de chômage de jeunes, 25%, 1 sur 4, 6 millions de jeunes, presque 7,5 millions si on prend ceux qui sont en périphérie. 7,5 millions de jeunes sans emploi. C'est évidemment le cancer qui ronge notre société de l'intérieur. Bien. Le cadre financier pluriannuel que vous avez évoqué, Monsieur le Ministre, a prévu 6 milliards d'euros entre 2014 et 2020. Ça paraît beaucoup, mais si on divise 6 milliards par 6 ans et par 7 millions de chômeurs, on arrive à quelque chose comme 150 € par jeune chômeur. Alors, le calcul est peut-être critiqué, bien sûr, mais enfin voilà, ça donne un ordre de grandeur. Le président de la République propose de mobiliser tout de suite et, selon son expression, avant même que le cadre financier ne soit en place pour 2014, une partie de ces fonds. Alors ma première question, c'est comment est-ce que ceci s'organise? Comment est-ce qu'on peut faire pour mobiliser une partie de ces fonds pour cette politique-là avant que le budget soit voté? Ma seconde question, c'est sur le financement. On a touché à la question, mais je voudrais être un peu plus précis. J'ai entendu le ministre Moscovici cette semaine dire qu'il pensait que ce serait une bonne idée d'affecter une partie de la taxe sur les transactions financières à ce financement. Donc je voudrais savoir ce que le gouvernement pense de cette proposition. Merci, Monsieur le ministre. Monsieur le sénateur Young, le gouvernement rejoint votre préoccupation à l'égard de l'ensemble des dispositifs qui doivent être mis en place pour une mobilisation de l'ensemble des pays dans la lutte contre le chômage qui gangrène, hélas, une partie du territoire européen. Je dis bien une partie car nous nous situons sur des situations inégales d'un pays à l'autre. Certains pays de l'Union européenne, aujourd'hui, ont un taux de chômage des moins de 25 ans supérieur à 50%. Nous n'en sommes pas là, heureusement, en France. Néanmoins, nous avons souhaité créer pour la première fois, effectivement, dans l'histoire de l'Union européenne, dans le budget, une somme de 6 milliards d'euros. Et nous souhaitons la consommer le plus rapidement possible. Comment? Elle sera déjà ciblée pour faire effet masse sur les régions où le taux de chômage des jeunes de moins de 25 ans est la plus importante, c'est-à-dire supérieure à 25%. S'agissant de la France, cela permettra à 8 régions françaises de pouvoir émarger à ces sommes disponibles et à l'ensemble des territoires d'outre-mer où malheureusement le chômage est plus important. Nous souhaitons aussi qu'il soit consommé dès le 1er janvier 2014, sous réserve que le budget soit adopté d'ici là. C'est pour cela que nous souhaitons aussi, pour faire masse, non pas étaler, comme vous l'avez dit, ces 6 milliards sur les 7 ans, mais les restreindre sur 2 années, 2014 et 2015. C'est la conviction de la France. Il faut entraîner l'adhésion d'autres pays. Et peut-être d'ailleurs qu'en fin d'après-midi, y aura-t-il d'autres pays qui rejoindront la France sur cette ambition. Il faut aussi additionner ces 6 milliards d'euros au programme Erasmus qui va être élargi de 8 à 12 milliards
en élargissant aussi le profil des jeunes qui pourront bénéficier de cette disposition, notamment les apprentis qui n'avaient pas droit à la mobilité aidée financièrement par l'Union européenne. Et puis, il y a une troisième chose, c'est la garantie jeunesse, c'est-à-dire l'engagement de chacun des États à faire une proposition de formation professionnelle, d'emploi ou de stage dans un délai de 4 mois suivant la sortie du dispositif scolaire de jeunes qui n'ont hélas aucune possibilité d'intégrer un emploi. Cette disposition sera mise en œuvre en France en septembre sous l'autorité de Michel Sapin dans 10 départements à titre expérimental avant qu'il ne soit élargi dans les années suivantes avec un objectif de 100 000 jeunes. Merci. Une réaction pour quelques secondes, si vous le voulez. Monsieur Richard Yung. Oui, merci, Monsieur le Président. Très cursivement, je pense que c'est effectivement l'idée de concentrer les moyens sur les 2 premières années de l'exercice. C'est certainement la bonne approche et personnellement, je soutiendrai ceci si c'est juridiquement réalisable, ce que j'imagine vous avez vérifié. Merci, mes chers collègues. Je vais suspendre la séance. Elle sera reprise à 16 h pour la suite de l'examen du projet de loi de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation... Voilà pour cette séance de questions cribles thématiques consacrée aujourd'hui au budget européen et au cours desquelles Thierry Repentin, le ministre des Affaires européennes, a annoncé que la proposition de la France de voir l'Europe se doter de fonds propres avait de bonnes chances d'aboutir. Tout de suite, votre programme Sénateur en mission qui s'intéresse au très haut débit. Et puis, restez avec nous pour suivre la suite des débats consacrés à la réforme de la décentralisation. À tout à l'heure.